Ça déborde. Après les pluies régulières de ces derniers temps, les sols sont saturés d'eau et ne peuvent plus absorber la forte pluie discontinue qui tombe depuis hier. De nombreuses routes se transforment en torrents. La circulation est évidemment impactée. Côté allemand, l'accès à Kleinbittersdorf a été coupé. Les pompiers sont sur place. Le parcours de la flamme olympique en détail. En Moselle, ils seront 110 relayeurs à avoir l'honneur de porter la torche. Le 27 juin prochain, de Meisenthal à Metz, en passant par Sarreguemines, le passage de la flamme sera rehaussé par de nombreuses animations. Plus de 3 millions d'euros, c'est le montant accordé par la Cour d'appel de Metz aux propriétaires d'habitations qui ont subi des dégâts miniers à Rosbrück. L'exploitation minière par foudroyage a engendré des maisons affaissées, fissurées et sujettes aux infiltrations d'eau. Premier blizzard du NSS pour les lycéens, 70 élèves des lycées Simon-Lazare, Henri Nominé et Tessier ont participé à une journée sportive intense. Au programme course à pied, rameur et tir au pistolet laser. Graffiti au lycée Tessier à Bitche, il ne s'agit pas de vandalisme, mais de la réalisation d'une fresque par des lycéens avec un graffeur. Très colorée, elle est sur le thème de l'eau, c'est la vie. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on fera un large focus transfrontalier avec notre émission Sans frontières Grenzenlos. On s'intéressera notamment à l'école maternelle franco-allemande de Liederschied. Mais voici d'abord des images de routes transformées en cours d'eau. Suite aux précipitations de ces derniers temps, les sols sont saturés d'eau et ne sont pas en mesure d'absorber la pluie diluvienne qui tombe depuis hier. Et la situation n'est pas près de s'améliorer car il devrait continuer à pleuvoir au moins toute la journée. Automobilistes, soyez particulièrement vigilants sur les routes. Certaines ressemblent plutôt à des torrents. Côté allemand, l'accès à Kleinbittersdorf est coupé. Les pompiers étaient sur place dès le début de la matinée. Petit tour d'horizon en images du secteur sous les grandes eaux. C'est signé Sandrine Serbino. Les infirmiers sont en colère et le font savoir. Hier à 20h, les infirmiers libéraux étaient sur la place du marché de Sarreguemines pour manifester, comme dans 28 autres villes françaises. Ils étaient dans les rues pour montrer leur mécontentement et exprimer leurs revendications, notamment une revalorisation et la reconnaissance de la pénibilité du travail. C'est le collectif des infirmiers en colère qui est à l'origine du mouvement. Reportage d'Emilia Zell et Camille Henriot. Masques, blouses, slogans de protestation, infirmiers couchés au sol et marquage des corps à la craie. Tout un symbole pour exprimer leur colère. Qui est méprisé, nous, menacé, nous, humilié par nos gouvernements, nous, qui refuse en bloc une santé au rabais, c'est nous. De nombreux soignants du collectif des infirmiers libéraux en colère manifestaient dans les rues de Sarreguemines hier soir. Leurs revendications sont multiples. Beaucoup trop de nos collègues sont aujourd'hui dans des états de stress pas possibles. Les cabinets ferment, on n'a pas de revalorisation depuis 15 ans, nos charges ont augmenté, doublé en quelques années. On ne marche pas à l'air, les voitures, c'est les mêmes que pour toutes les autres professions de santé. Nous sommes ceux qui avons la revalorisation la moins élevée pour le déplacement. Nous nous déplaçons pour 2,75 € brut à domicile, quelle que soit la distance que nous parcourons. Voilà, c'est juste plus admissible. On a besoin d'avoir une reconnaissance de cette pénibilité et la retraite à 67 ans, c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Donc on demande la retraite à 62 ans avec une possibilité de départ à 60 ans. Pour les personnes qui seront complètement cassées parce qu'on est nombreux. Et tant que ça, ce ne sera pas entendu, on continuera. Et si on n'est pas entendu... Le mouvement national avait lieu à 20h, un clin d'œil à l'horaire des applaudissements pour les soignants à l'époque du Covid. Le collectif des infirmiers en colère a été créé il y a 2 ans. Il prévoit de poursuivre ses actions avec peut-être des blocages routiers si rien ne change. Le collectif souhaite que les négociations conventionnelles soient rouvertes.
La flamme olympique va enflammer le cœur des Mosellans. Le département vient de dévoiler à la presse les 8 étapes du parcours. 110 relayeurs se passeront la torche sur des parcours ouverts au public de 1,2 à 6,4 km. Le 27 juin prochain, dès 7h55, la flamme fera son entrée en Moselle, rue d'Alsace à Meisenthal. Reportage de Francis Hoffman et Thibaut Desmerlet. Accueillir la flamme olympique en Moselle, c'est une opportunité exceptionnelle et inédite pour mettre en valeur les talents, les territoires et valoriser le sport. C'est sur ces mots que Patrick Weiten, président du département, a entamé le dévoilement du parcours de la flamme en Moselle. La flamme sera portée le 27 juin par quelques 110 relayeurs en 7 points sur le département. Chaque point relais a été choisi pour son histoire industrielle, ses savoir-faire ancestraux, son patrimoine ou son rôle dans la construction européenne. Au lendemain de son périple du 26 juin en Alsace, la flamme va débuter la journée mosellane à Meisenthal. C'est là que la première torche sera allumée. Elle partira rue de l'Alsace pour terminer dans la Halle Verrières. 6000 personnes sont attendues, dont 2000 élèves. C'est un moment exceptionnel parce qu'évidemment c'est l'olympisme, c'est exceptionnel parce que ce sont 200 bénévoles qui vont se mobiliser, c'est exceptionnel parce qu'on va avoir une visibilité mondiale au travers du passage de la flamme qui à Meisenthal se passera entre 8h40 et 9h10 et puis toute la journée des festivités puisque nous accueillons un certain nombre d'artistes et puis c'est évidemment un moment de fête parce que c'est avant tout de la convivialité, c'est démontrer la capacité que nous avons à organiser ce magnifique rendez-vous qui est effectivement exceptionnel au travers de la rareté qui est celui du passage de la flamme et des Jeux olympiques en France. La deuxième étape du relais de la flamme olympique sera à Sarreguemines. La ville a associé les associations, les écoles et les scolaires. Un parcours qui repose sur plusieurs symboles. D'abord un symbole au démarrage, puisque au Moulin de l'Église et devant le centre nautique, c'est-à-dire chez Aurélie Muller, on va pouvoir rendre hommage à la grande nageuse qu'elle a été. Et puis, c'est un démarrage hautement symbolique pour le haut niveau de Sarreguemines. Et puis, la flamme remontera à l'avenue de l'Église, qui est devenue l'avenue sportive de Sarreguemines, puisqu'un grand nombre d'équipements sportifs et de haut niveau se situent à cet endroit-là, pour arriver ensuite au nœud symbolique qui est la place Schumann, où le transfrontalier, bien sûr, est mis à l'honneur, avant d'emprunter la rue de l'École, puisque là aussi, les élèves pourront assister, participer, animer comme il se doit. Et puis le cortège se déroulera, avancera, pour finir finalement sur la place à côté de la mairie, avec le casino en arrière-plan, histoire de rappeler aussi que dans le contexte économique lié au sport et aux pratiques sportives à Sarreguemines, nous sommes une ville faïencière qui n'oublie pas le sport. Chaque relayeur portera la flamme sur 200 mètres à une vitesse moyenne de 4 km/h, ce qui va laisser à la foule le temps d'apprécier ces instants inédits, chargés des valeurs olympiques, amitié, respect et excellence. Maison affaissée, fissurée et sujette aux infiltrations d'eau, c'est le quotidien d'une trentaine de propriétaires à Rosbrück depuis plusieurs décennies. En cause, l'ancienne exploitation minière par foudroyage qui aura eu le temps d'entraîner pas mal de dégâts sur les habitations. En novembre 2023, la Cour d'appel de Metz avait réexaminé cas par cas toutes les demandes d'indemnisation. Le verdict est tombé mardi. L'État est condamné à verser plus de 3 millions d'euros aux sinistrés. Est-ce la fin du dossier ? Pas si sûr. Explication dans ce reportage de Baptiste Ancé. De loin, la maison rosebruckoise de Joël et Gaston Péry est comme toutes les autres. Mais autour, des fissures et encore des fissures. Bienvenue dans la maison qui penche. Leur maison est devenue un vrai champ de bataille. Elle symbolise le combat d'une vie contre l'État pour se faire indemniser. Là, c'est que Rosebruck, parce que c'est vraiment le village le plus impacté par les affaissements. En 86, il y a eu l'exploitation du foudroyage sans remblayage, ce qui a fait que, à partir de 86, on a eu plus de 1000 secousses au-dessus de 2,5. L'affaissement a été progressif, ce qui a endommagé nos maisons. La fin du combat a peut-être sonné. La Cour d'appel de Metz a condamné l'État, en l'absence des Charbonnages de France, entité dissoute, à verser plus de 3 millions d'euros aux sinistrés. Une somme partagée entre les propriétaires de 29 maisons rosebruckoises, un montant jugé insuffisant pour Joël et Gaston. Le juge a décidé de tenir compte que des expertises de l'expert judiciaire. Il préconise une chape
au rez-de-chaussée. Rien n'est fait pour réparer nos fenêtres, nos portes, le toit, les murs. On sera obligé de vivre dans une maison qui continuera à s'endommager. Pour d'autres, cela permettra d'entamer des travaux pour retrouver une habitation saine. Mais le dossier ne sera clos que dans 2 mois, délai accordé à l'État pour se pourvoir en cassation. De la course, du tir et du rameur, le tout chronométré, 70 lycéens ont participé au premier Bliz Raid UNSS. Il était organisé par les équipes de PS des lycées Simon-Lazare et Nominé de Sarreguemines, avec la présence du lycée Tessier de Bitche. Camille Henriot a assisté à cette journée sportive pleine d'émotions. Dès les premières minutes de compétition, l'effort est intense pour les lycéens. Chaque binôme doit réaliser 2000 mètres sur ce rameur posé dans le gymnase de la Bliz. Alors malgré le fait qu'on ne soit pas entraîné et que je ne suis pas un très grand sportif, et que je n'ai pas beaucoup de cardio, avec mon coéquipier on s'en est plutôt bien sorti. On a réussi à faire 4e pour le moment, c'est pour la première vague. Et on espère que ça va tenir. On a bien géré, on a su bien échanger quand il fallait. Après, on s'est motivés tous les deux et on a fait une bonne performance. Et pas le temps de traîner, il faut vite passer à la suite du programme. La course et vélo avant de terminer sur du laser run. Un enchaînement de tirs au pistolet laser en 50 secondes chrono, enchaîné par de la course en boucle. Ce raid a été pensé comme un triathlon, 3 disciplines qui s'enchaînent directement les unes après les autres. Dans cette année olympique-paralympique, on s'est dit que ça serait bien par rapport aux élèves de mettre ça en place. Et c'est vraiment une très belle épreuve aujourd'hui. On n'a pas forcément les conditions météorologiques espérées, mais tout se passe bien, les élèves apprécient. L'équipe d'organisation est au top, donc c'est vraiment une très belle réussite. C'est Guillaume Kircher et Emmanuel Rigaud, professeurs de PS, qui co-organisent ce premier raid pour les lycéens. Ça contribue à avoir un esprit d'équipe, un bon dynamisme et une bonne entente entre eux, sachant qu'ils doivent faire toute l'épreuve ensemble. Ils n'ont pas la possibilité de courir seuls, donc ils doivent bien s'entendre avant tout pour arriver au meilleur résultat possible. Le raid Sarre-Moselle qui existe sur Sarreguemines est quelque chose de vraiment bien implanté, donc pourquoi pas leur donner l'idée d'aller dans la poursuite, faire ce raid quand ils auront l'âge de le faire. Et voilà, c'est des sports enchaînés qu'on aime bien faire nous aussi, donc voilà, c'est donner le goût aux élèves de pratiquer ces sports un petit peu différents. 3 établissements étaient impliqués dans cette compétition, le lycée Simon-Lazare, le lycée Henri Nominé et le lycée Tessier de Bitche. À Bitche, le lycée Tessier a une œuvre d'art sur ses murs. Une quarantaine d'élèves ont participé à la création d'une fresque avec l'aide d'un graffeur strasbourgeois. La réalisation de cette fresque intervient dans le cadre d'un projet qui se déroule sur toute l'année en collaboration avec une école espagnole. Les élèves ont rédigé des contes bilingues en français et en espagnol sur la thématique de l'eau. La page du street art sera elle tournée à la suite des visites du Mosa on the Beach et d'une exposition au CDI du collège Kiefer. Reportage d'Emilia Zil. Ils ont revêtu leur blouse de chimiste pour continuer à peindre cette fresque. Ce projet de création d'une fresque dans l'esprit des graffitis a été initié par une professeure d'espagnol du lycée de Bitche. Il fait suite au voyage scolaire en Espagne de l'année dernière. On a visité un village où il y a un festival de street art chaque année au mois de juillet et les élèves ont réalisé un atelier de street art dans ce village. Donc ça m'a donné l'idée en fait d'organiser un atelier ici au lycée aussi et de réaliser une fresque donc pour que les élèves puissent s'approprier un petit peu le lycée et le rendre plus agréable. Il y a une citation sur la fresque, c'est « El agua es vida » puisque notre thématique sur l'année était donc l'eau. Et donc « El agua es vida », ça veut dire que l'eau c'est la vie. 44 élèves de seconde et de terminale apprenant l'espagnol ont peint à la bombe sur un mur de 12 mètres de long sur 2 mètres de haut. Ils étaient séparés en plusieurs petits groupes. C'est pas mal parce que le lycée parfois il y a toujours un peu des règles à respecter, c'est un peu strict. Et là, de faire venir quelqu'un pour pouvoir peindre à l'intérieur du lycée, pour qu'après d'autres élèves le voient, et même pour plus tard, c'est cool. Oui, c'est très plaisant. Le seul problème, c'est quand on déborde un peu sur les autres dessins qui sont présents à côté. C'est original, c'est une activité, c'est ludique. Et au lycée, d'habitude, on est dans un cadre scolaire, et donc là, ça permet un peu de s'évader. Jaco, c'est l'artiste strasbourgeois qui a accompagné les jeunes sur tout le processus de création durant 2 jours. Il est graffeur depuis plus de 20 ans. Je leur apporte mon expérience
par rapport à mon parcours dans le graffiti. Et du coup, j'ai pu, grâce à des voyages, à des échanges avec d'autres artistes, acquérir certaines compétences. Et du coup, que j'essaye de transmettre à ces jeunes, que ce soit au niveau de la réalisation d'esquisses, donc de la maquette, comment collecter les idées, comment les mettre en images. Et après, surtout, au niveau de la réalisation, plus la partie technique. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on dit dans le graphe, c'est recouper les traits. Là, par exemple, c'est un peu en arrondi. Normalement, je laisse un peu sécher. Malgré les trompes d'eau, on va franchir la frontière dans notre magazine Grenzenlos. Mais on va d'abord jeter un œil aux prévisions météo pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, notre département a été placé en vigilance orange pour aujourd'hui. Les averses de cette nuit ont engendré un cumul de 30 à 40 mm d'eau par mètre carré. Les sols sont saturés et les cours d'eau sont très hauts et débordent par endroits. Il faut rester très vigilant, mais l'accalmie est prévue pour ce soir. Et pour demain, on retrouvera un ciel plus découvert et des éclaircies. Et il ne devrait plus pleuvoir de la journée. Côté température, les minimales iront de 13 à 14 degrés et les maximales de 19 à 20 degrés. Demain, nous fêtons les Yves et il fera jour de 5h43 à 21h13. Soyez prudents encore aujourd'hui, surtout sur les routes, et passez tous un excellent week-end. La culture s'invite au pays de Beach. Rendez-vous samedi 18 mai pour la folie des années 80. Cookie Dingler, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère et William de début de soirée seront sur scène et interpréteront des titres rassemblant toutes les générations. En fin de concert, musique des années 80 jusqu'au bout de la nuit avec DJ. Réservez votre place au siège de la communauté de communes du pays de Beach ou en ligne sur product-son.fr. Je pense que j'aurais besoin d'appareils auditifs, mais c'est sûrement trop cher et ça n'entrera pas dans mon budget. Un problème d'audition n'est pas à prendre à la légère. Il doit être traité au plus vite. Grâce au dispositif 100% santé, vos aides auditives sont prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Vous n'aurez donc pas à vous soucier du prix des appareils. Ce lundi, dès midi sur Mosaïque Cristal, découvrez ou redécouvrez la pièce Vol au-dessus d'un nid de coucou, interprétée par les comédiens de la classe de théâtre adulte du Conservatoire de Sarreguemines. Dans cette nouvelle adaptation mise en scène par Margot Gauer, revivez les émotions tragicomiques de ce célèbre roman. Un programme à ne pas manquer sur Mosaïque Cristal. Chaque mois, on joue à saut de frontière pour vous faire découvrir des actions et des sites transfrontaliers. C'est notre magazine Grenzenlos, réalisé en partenariat avec OKTV et TV8 Moselle-Est. Je vous laisse en compagnie de Christelle Jambon. Bonjour à toutes et à tous. Des écoles biculturelles, il y en a pas mal dans la région, mais celle que l'on vous propose de découvrir aujourd'hui, elle est un peu particulière. C'est l'école maternelle franco-allemande, le Deutsch-Französischer Kindergarten de Liederschied. Vous venez ? Fondée en 1995, cette école maternelle franco-allemande, à une centaine de mètres de la frontière, offre un enseignement bilingue aux enfants de 1 à 6 ans venant aussi bien de France que d'Allemagne. L'occasion pour Tom Kuschutza aujourd'hui de consacrer son labo aux particularités des Kita et des maternelles. Nous verrons comment le lycée professionnel Ernest Cuvelette à Frémin-Merlebach renouvelle l'expérience du partenariat franco-allemand. Et puis pour clore, nous nous glisserons dans le projet de vie en communauté du Rheinighof dans le sud de la Rhénanie-Palatinat. Einmal her und her und das ist nicht schwer. La matinée débute en chanson à l'école maternelle franco-allemande de Liederschied. Filles et garçons saluent leurs camarades de jeu dans les deux langues, un coup en allemand, un coup en français.
Ici, 31 enfants se côtoient chaque jour, 19 Allemands et 12 Français. Cette rencontre interculturelle a lieu dès le plus jeune âge. Et ça fera bientôt 30 ans que les enfants apprennent ici la langue du voisin grâce à un enseignement bilingue. Créée le 6 octobre 1995 par Joseph Schaeffer et Günther Kölsch, l'école maternelle franco-allemande de Liederschied a accueilli plusieurs générations. Pour que chacun se comprenne et que les échanges se fluidifient au fur et à mesure du temps, l'établissement est dirigé aujourd'hui par un duo franco-allemand. D'une part Marie Kleinetz, directrice française depuis 10 ans, et Eva Urban, directrice allemande, présente depuis le tout début de l'aventure. Elle a vu naître et grandir cette école bilingue et biculturelle à 2 pas de la frontière avec l'Allemagne. Je m'appelle Kalinance, comment tu t'appelles? Je m'appelle. Bonjour Bertie. Guten Tag, Frau Urban. Hallo, guten Morgen. Was ist das Besondere an diesem deutsch-französischen Kindergarten? Also das Besondere ist, dass im Prinzip 2 Systeme, nämlich das deutsche Kindergartensystem oder Kindertagesstättensystem und das französische System unter einem Dach sind und wir eine gemeinsame Konzeption haben, obwohl sich die Konzeptionen eigentlich schon vom Grund her unterscheiden. Sehr. Sehr also unterscheiden, ja, also sehr die französische École maternelle und der deutsche Kindergarten, also was haben Sie gemeinsam? Also wir haben gemeinsam, dass wir die Kinder betreuen. Also wir betreuen Kinder von 1 Jahr bis 6 Jahren und die École maternelle ist ja von 3 Jahren bis 6 Jahren. Und das Besondere ist, dass wir halt zusammen den ganzen Morgen verbringen, dass die französische Kollegin auch mit den Kleinen viel macht, also Sprachunterricht macht und so weiter. Und dass bei uns halt das ein bisschen strukturierter ist, wie in der normalen Kindertagesstätte. Das sind die Unterschiede, also für Sie Unterschiede, für uns ist es normal, dass wir zusammenarbeiten. Aber die Pädagogik, also eine französische Schule ist ganz anders als ein deutsches Kindergarten. Ja, aber die Ziele haben wir festgestellt vor einigen Jahren, als wir die Fachberatung zur Seite gestellt bekamen, war es so, dass wir dann die Ziele verglichen haben, wo die deutsche Kita oder die Kindertagesstättegesetz beinhaltet und das Schulgesetz beinhaltet. Die Ziele, die wir mit den Kindern erreichen wollen, sind die gleichen. Der Weg dorthin ist ein anderer, in Deutschland und in Frankreich. Aber bei uns, wir haben dann halt unseren eigenen Weg entwickelt. Und haben Sie vorher in einem, sagen wir, klassischen Kindergarten schon gearbeitet? Ja. Sehen Sie Unterschiede? Ja. Also in der klassischen Kinderkita, wobei sich die Kindergärten haben sich auch im Laufe der Jahre geändert. Aber ich habe vorher in einer klassischen Einrichtung gearbeitet, ja. Das war dann vorher, danach habe ich meine Kinder bekommen und dann habe ich direkt hier angefangen vor 30 Jahren. Nächstes Jahr werden es 30 Jahre. Und haben Sie eine besondere Ausbildung, um hier zu arbeiten? Nein, überhaupt nicht. Nee. Also das ist normal, also die normale Erzieherausbildung. Und dann habe ich eine Fortbildung für Leitung gemacht und dann arbeite ich hier. Aber wir haben keine besondere Ausbildung. Und warum ist es hier ein erfolgreiches Konzept? Also das hängt von mehreren Faktoren ab. Also es hängt vom Willen der Träger ab, es hängt vom Willen der Schulinspektion ab und das ist die Hauptsache, also dass das überhaupt gestartet werden kann, so ein Projekt, und dass es funktioniert, da muss die, ich sage jetzt mal die Chemie zwischen den Erziehern und École, also zwischen den Lehrern stimmen, weil es ist ja schon eine andere Ausbildung. Die französische Kollegin ist ja Lehrerin und wir sind nur Erzieher. Und das muss dann auch akzeptiert werden von französischer Seite, dass wir nur Erzieher sind. Aber wir haben ja alle miteinander eine pädagogische Ausbildung. Die mag wohl ein bisschen anders sein, aber vom Grundsatz her, wir sind Erzieher oder wir bemühen uns, um die Kinder pädagogisch zu einem gewissen Ziel zu führen. Das vereint uns dann halt auch. Puisqu'on parle des particularités entre la Kita et l'école maternelle, regardons ce labo préparé par Tom qui nous parle de son expérience à la Kita. On commence l'école à quel âge ?
C'est une question que je n'aurais pas forcément cru me poser en me baladant avec une amie il y a quelques jours, mais lorsqu'on est tombé par hasard sur son ancienne école maternelle, le sujet s'est présenté. Du coup, d'ailleurs, là, c'était où j'étais à l'école maternelle. Ah bon? Ouais. Ah, trop drôle. Du coup, là, c'est par là où on rentrait, et là-bas, il y avait la cour, du coup. Ah ok, d'accord. Ah mais regarde, ils sont pas super jeunes les enfants là. Genre ils ont quoi, 3 ans, 4 ans là? Bah ouais, c'est de 3 ans à 6 ans, donc oui, ils ont... Quoi, mais t'as dit que c'est une école. On est d'accord, mais c'est... Bah c'est l'âge normal, hein, de 3 ans à 6 ans, l'école maternelle. Mais l'école commence à 3 ans chez vous. Bah oui. Dans ma tête, je voyais des pauvres gosses de 3 ans stressés avec des examens en maths, physique et français. Le choc. Vous voyez, le pendant allemand de l'école maternelle française est le Kindergarten ou encore la Kindertagesstätte, la Kita. Sauf que cette institution n'est pas du tout considérée comme une école. Au contraire, les enfants y vont pour jouer et pour rencontrer d'autres enfants de leur âge. Et pour les parents, c'est une opportunité de déposer leurs enfants pendant qu'ils travaillent. Le Kindergarten, c'est donc plutôt une garderie d'enfants qu'une école. Chez nous, l'éducation scolaire commence avec la Grundschule, le pendant de l'école primaire. Mais bon, après que mon choc initial soit vaincu, Patricia m'a expliqué que même si l'école maternelle fait déjà partie du système scolaire, il reste quand même plein de temps pour les jeunes pour jouer. Les examens de maths et de physique, tout ça arrive plus tard. Ça me rassure quand même. Mais c'était super bien la maternelle, hein. Ah bon? Ouais, bah oui. Ah ouais, bah moi aussi du coup, on a même, de toute façon on a même à jouer, hein, tout le temps. Nous voici de retour en compagnie de Madame Urban. Das gemeinsame Ziel dieser Schule, das ist die Sprache, die Kultur des jeweils anderen Landes zu vermitteln. Wie erreicht man dieses Ziel? Indem man einfach seine Kultur und sein Leben einfach lebt und das dann versucht gemeinsam in Einklang zu bringen. Also es gibt diverse Feste, die wir zusammen feiern, die es jetzt in Frankreich nicht gibt. Zum Beispiel St. Martin ist ja in Frankreich, gibt es ja nicht. Das feiern wir trotzdem gemeinsam. Und zum Beispiel die Galette du Roi, die gibt es in Deutschland nicht. Und das feiern wir dann auch mit einer Galette und dem Brauchtum der Galette. Oder es gibt ja auch das Fest, mir ist gerade der Name entfallen, mit den Crêpes. Chandeleur. Genau, danke. Und das feiern wir dann auch. Und ja, dann gibt es halt Sommerfeste und Muttertag und jeder lebt seine Kultur und wir versuchen dann das alles auf gemeinsamen Nenner zu bringen. Und die Sprache, wie lernen die Kinder diese beiden Sprachen? Also jeder Erzieher soll eigentlich oder jeder Lehrer soll seine eigene Sprache sprechen. Also ich spreche in der Regel mit den Kindern nur Deutsch und die französische Kolleginnen sprechen in der Regel nur Französisch mit den Kindern. Das ist auch ganz gut, weil dann hat man ja auch den Klang, den natürlichen Klang der Stimme und die Kinder lernen dann die ganz normale französische respektive deutsche Aussprache. Und wenn die Kinder mit 6 diese Schule verlassen, sprechen sie die beiden Sprachen? Also sprechen, das ist also erstmal geplant, dass man nur das Hörvermögen dann stärkt bei den Kindern, damit wenn sie in der Schule oder ja, im späteren Leben mal mit Deutsch respektive Französisch in Verbindung kommen oder in Kontakt kommen, dass sie das Hörvermögen haben und dann schon mal sagen, okay, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor, kann ich dann anknüpfen daran. Und das ist eigentlich erstmal das Ziel, dass sie natürlich dann manche Sätze verknüpfen, wenn wir jetzt im Winter zum Beispiel, wenn ich sage, zieh deine Stiefel an oder zieht eure Stiefel an und dann hat das Kind schon gesagt, zieh deine Bott an. Ja, also so, das wäre dann einzelne Worte werden dann verknüpft und das ist ja aber schon gut. Ja, und wir lernen dann, wir haben morgens eine gezielte Spracheinheit und diese Spracheinheit ist eine Woche in Deutsch und eine Woche in Französisch. Und damit die Kinder dann halt so Phrasen wie ich wohne, ich heiße, wie heißt du, wo wohnst du, wie geht es dir und so weiter, dass sie das dann alles so schon in ihrem Hörvermögen haben und das können sie dann in der Regel auch machen. Die Farben können sie alle. So diverse Phrasen halt können sie dann sprechen. Ja. Wie finanziert sich diese Schule? Also das wird vom Land finanziert und von den jeweiligen Jugendämtern.
in Deutschland, ne? Vom Jugendamt, also vom Landesjugendamt, vom Kreisjugendamt und vom normalen Jugendamt von dem Träger. Ja. Jeder muss so seinen Teil bezahlen, genau. Okay, und Frankreich, wer finanziert? Weiß ich nicht, wie die Lehrer finanziert werden, halt denke ich vom Staat. Und das Gebäude unterhalten wird von einem Zweckverband CIVU. Da zahlt dann jede Gemeinde, also gibt es ja Sachkosten und halt die laufenden Kosten für ein Gebäude. Und da gibt es in Frankreich einen Zweckverband und der nennt sich CIVU. Und da zahlen die 5 Gemeinden, die halt die Kinder in diese Einrichtung schicken, zahlen dann ihren Beitrag am Ende des Jahres. Genau, über den Zweckverband wird es finanziert, also die Unterhaltung vom Gebäude. Und die Erzieher werden halt jeweils von den jeweiligen Trägern dann entsprechend bezahlt. Dans l'enseignement professionnel, les échanges franco-allemands vont aussi bon train. Le lycée professionnel Ernest Cuvelette de Frémin-Merlebach échange régulièrement avec des établissements sarrois. Émilie Capodici nous en dit plus. Cela fait maintenant plus de 10 ans que le lycée professionnel Ernest Cuvelette de Frémin-Merlebach tisse des liens forts avec l'Allemagne. Dans le cadre d'un échange franco-allemand prévu à la rentrée prochaine, l'équipe de professeurs d'enseignement professionnel du lycée de Sulzbach a fait le déplacement pour aller à la rencontre de leurs homologues français et visiter cet établissement qui propose des formations en lien avec les métiers du froid, les énergies renouvelables et les installations sanitaires. Le lycée frémingeois a également pu compter sur la présence d'Annika Zurich, déléguée allemande de ProTandem, une agence spécialisée dans les échanges dans l'enseignement et la formation professionnelle. Car pour eux, il ne s'agit pas d'une première collaboration. Le partenariat existait déjà avec un établissement qui est la TGBBZ à Dillingen, concernant tout ce qui est échange en euros, en pratique professionnelle, entre les élèves des 2 sections, mais majoritairement sur les productions d'énergie. Ce qui manquait depuis quelques temps, c'était un partenariat avec tout ce qui était climatisation, métier du froid. Donc on s'est organisé en équipe et on a pu créer un nouveau partenariat avec Sulzbach, qui sont là aujourd'hui. Et donc ce qui fait comme ça, on couvre l'ensemble des 2 sections du bac qu'on a sur un partenariat franco-allemand. Ça permet aux élèves de faire un échange dans les 2 sens. Ça permet aussi de trouver des entreprises en Allemagne et ça permet d'accueillir aussi les apprentis mixés, les formations initiales dans les 2 pays. Hier sind die 2 Werkstätte, eine für die, wir sagen Heizungstechniker, aber Les professeurs ont donc pu visiter les locaux et les différents ateliers dans lesquels les élèves français ont la chance de travailler. Ils ont pu poser des questions à leurs collègues français sur le déroulement des cours et sur les installations techniques à disposition. L'occasion également de souligner les différences entre les systèmes éducatifs des 2 pays. Für die Theorie sind das andere Lehrer oder sind dieselben? Ja, dieselben. Okay. Herr Muss, ein großer Unterschied ist, dass das Ausbildungssystem in Deutschland in unserem technischen Bereich vorwiegend von den Betrieben geführt wird. Das heißt, die Ausbildung wird in den Betrieben vollzogen und die Schulen liefern sozusagen die Theorie in Deutschland und während in Frankreich die Auszubildenden ihre Ausbildung an den Schulen durchführen und ein sehr hoher praktischer Anteil an den Schulen selbst stattfindet, während der praktische Anteil überwiegend in Deutschland in den Betrieben stattfindet, wenn auch Teile in Laboren und in der Innung in Deutschland stattfinden. Ich bin sehr beeindruckt von der technischen Ausstattung hier am Lycée Ernest Cuvelette hier in Freiming. Wir sehen wirklich auf hohen technischen Standard, auch auf aktuellen technischen Standard bezüglich Energieeffizienz und bezüglich neuester Technologien, auch im Heizungs- und Klimabereich. Und wir sehen auch viele Arbeitsplätze für die Schülerinnen und Schüler, für die Auszubildenden, sodass diese auch eine sehr gute Voraussetzung haben, um Praxis und Theorie hier zu verbinden. Ce qui les a impressionnés, c'est que nous, on a des locaux effectivement extrêmement développés. La région Grand Est fournit énormément de matériel, mais c'est vraiment à destination des élèves. C'est les élèves qui travaillent dessus et les enseignants accompagnent les élèves. En Allemagne, effectivement, c'est plus l'enseignant qui travaille dessus et les élèves regardent et ils font en entreprise. Sauf que
S'ils le font qu'en entreprise, ça peut être des fois trop spécialisé. L'avantage, c'est que nous, on peut quand même couvrir l'ensemble de la formation. À la rentrée prochaine, ce sera cette fois aux élèves allemands de passer le portail du lycée Cuvelette, un échange franco-allemand qui viendra compléter la formation de chacun et qui aura comme objectif de favoriser la mobilité des élèves de chaque côté de la frontière pendant leurs études puis dans leur vie professionnelle. Nous voici de retour avec Eva Urban. Frau Urban, wie sieht der Alltag hier aus? Sie haben vorher ein wenig erzählt, also eine Woche Deutsch, eine Woche Französisch. Können Sie mir das nochmal erklären? Genau, also wir teilen ja die Kinder in 2 Gruppen. Eine kleine Gruppe mit den kleinen Kindern, 1, 2, 3 Jahre. Und die anderen Kinder sind die größeren Kinder mit 4, 5, 6 Jahren. Die werden nach dem gemeinsamen Singen, trennen wir die morgens. Und dann ist in der einen Woche bei den Kleinen Französisch und die nächste Woche ist dann bei den Kleinen Deutsch. Und umgekehrt bei den französischen Kindern ist dann, wenn Französisch in der kleinen Gruppe ist Deutsch in der großen und wenn bei den Kleinen Deutsch ist bei den großen Französisch. Immer eine Woche, das hat sich bewährt. Am Anfang dachten wir haben das Tag für Tag abgewechselt, das war nicht so gut und jetzt aber mittlerweile sind wir bei einer Woche, dann ist es auch ein bisschen vertieft bei den Kindern. Und warum schicken die Eltern ihre Kinder hierher? Also man hört immer, ja, im Kindergarten wird es hauptsächlich gespielt in Deutschland und in Frankreich ist es eher strukturiert. Also warum? Also ich denke wegen dem Spracherwerb oder wegen dem Hörvermögen für die Sprache, da viele Eltern auf deutscher Seite sagen, ach Gott, jetzt sehen wir so nah an der Grenze und Europa ist ja da und trotzdem kann ich nicht die Sprache meines Nachbarn. Und das wollen sie, denke ich, ihren Kindern ermöglichen, dass das Hörvermögen für die Kinder da ist und dass sie dann vielleicht später hinaus leichter Französisch respektive Deutsch sprechen lernen. Auf ihrer Webseite liest man, dass der deutsch-französische Kindergarten ein Vorzeigeobjekt deutsch-französischer Zusammenarbeit geworden ist und findet höchste Beachtung in den jeweiligen Ministerien. Warum gibt es nicht mehr von solchen Projekten? Ich denke, das ist ein großes Problem. Zum einen auf der administrativen Seite, dass es wirklich schwierig ist, weil das ja ganz verschiedene Systeme und auch ganz andere Niveaus sind. Und in Deutschland hat man ein Jugendamt, ein Landesjugendamt, ein Kreisjugendamt und der Träger muss man finden. Und auf französischer Seite muss ja die Subpräfektur, die Präfektur und auch das Schulamt mit einbezogen werden. Von daher ist schon das ganz schwierig, da neue Projekte zu gestalten. Ich habe das Gefühl hier, dass das Stichwort Toleranz ist. Genau, Toleranz und Spontanität und Flexibilität. Genau. Und das klappt, wenn man das alles hat. Ja, genau, wenn man das alles hat, klappt es ja. Danke sehr, Frau Urban. Je vous invite maintenant à découvrir un autre coin de paradis. Il se trouve à Bruchweiler-Bärenbach et c'est le Rheinig-Hof en Rhénanie-Palatinat. Jens Scherer nous le fait visiter. Dans le sud-ouest du Palatinat, à côté du village de Bruchweiler-Bärenbach, se trouve la ferme Rheinig-Hof. Actuellement, 8 adultes et 3 enfants y résident. Depuis 1977, des personnes s'y réunissent régulièrement pour explorer des modes de vie alternatifs. Ils utilisent ce qui est possible pour vivre en harmonie avec la nature. Ja, was uns verbindet, ist auf jeden Fall, dass wir hier uns bewusst sind über die Qualität dieses Platzes, dass man die nicht um jede Ecke irgendwie hat und dafür auch was um dieses Prinzip von Geben und Nehmen. Und ich muss auch was geben und zum Teil auch ganz schön viel. So, und das Verbindende ist aber auch ja dieses gemeinschaftlich, viele Hände, schnelles Ende, sich gemeinschaftlich zu organisieren, hat einfach viele, viele Vorteile. Une association caritative a été créée en 1975 pour la gérer. Il y avait d'abord une bergerie et une agriculture en autarcie sur la ferme. Ong y est arrivé en 1986 et est resté dans la commune de l'époque jusqu'en 2002. Il est revenu à la ferme au moment des grands changements. Aber 2012 gab es hier so ein bisschen einen Neustart, so mit dem Slogan auch unterwegs nach Biotopia.
zwischen Biotope schaffen und Utopie, gelebte Utopie. Weil unser Ansinnen schon irgendwie ist, Menschen, also einerseits den Platz hier zu öffnen, uns nicht auf unserer Insel der Glückseligkeit irgendwie da abzuschotten, sondern auch die Qualität dieses Platzes auch Menschen zur Verfügung zu stellen. Und das ist auch jetzt gerade mit dem Zeltplatz, die Leute kommen hierher, steigen aus und oh, schön. Oh, hier kann man mal wirklich wieder zur Ruhe kommen. L'association possède la maison et la ferme, et la communauté de la ferme qui y réside paie un loyer et entretient tout bénévolement. Différents talents et centres d'intérêt se rejoignent. Par exemple, des massages ou du yoga sont proposés dans le dôme, avec une vue idyllique. Une fois par an, en coopération avec l'école primaire et la maternelle, une fête pour enfants est organisée. Sur le sentier des rêves, avec ses 18 stations, les idées, les biotopes et les systèmes d'approvisionnement durable de la ferme sont présentés. Cela comprend notamment une station d'épuration des plantes et un système de toilettes sèches. Les thèmes environnementaux et de durabilité sont transmis aux visiteurs. Also es gibt in dem Sinn kein Geschäft hier, sondern wir haben den Zeltplatz, wo Leute zum Zelten und mit die Ferienbauwege, oder Kletterer jetzt auch irgendwie mit ihrem Bus hier irgendwie kommen können. Also rein Naturzeltplatz, ohne Strom für die einzelnen Plätze oder so, sondern als Naturzeltplatz. Aber das andere sind halt, unser Verein ist ein gemeinnütziger Verein seit Anfang an. Mein schöner Spruch, wir sind ein Verein für Kultur, Handwerk, Sport, Ökologie und Gesundheit und machen Programme und Aktivitäten für Kinder, Erwachsene, Jugendliche und Senioren, Menschen mit Besonderheiten. Und dieses Spektrum wird halt über Kindercamps, Zirkuscamps, jetzt das Wochenende ist ein Frauencamp, gibt auch ein Männercamp, es gibt aber auch externe Anbieter, die den Platz buchen für ihre Veranstaltungen, was trotzdem in das Gesamtkonzept hier halt irgendwie so mit reinpasst. Depuis un certain temps, la communauté comprend principalement des jeunes diplômés d'un service civique volontaire, du service civique fédéral ou d'actions de work and travel. De l'eau fraîche et propre provient d'une source dans la vallée depuis plus de 20 ans. Il y a une alimentation électrique autonome grâce à l'énergie solaire. Les recettes du camping et des autres offres ne suffisent que pour les dépenses courantes. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Au mois prochain. Tschüss, bis bald.